Est-ce qu'une application créée ici avec un outil d'intelligence artificielle comme Lovable fonctionne correctement une fois qu'on l'a déployé et qu'on a associé ici un nom de domaine? Ou alors, est-ce que le back-end de cette application, autant pour moi, fonctionne correctement, reste opérationnel lorsqu'on a vraiment associé le nom de domaine après la publication? Là, c'est la question qu'un internaute m'a posée et je me propose dans cette vidéo de répondre convenablement. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remettre les pendules à l'heure. Pourquoi? Parce que dans sa question, en fait, il a évoqué un terme clé, un terme que beaucoup de personnes confondent, ce qu'on appelle le low-code. Alors, d'entrée de jeu, il faut différencier plusieurs éléments. Lorsqu'on crée des logiciels, lorsqu'on crée des applications, lorsqu'on crée des sites web, il y en a plusieurs méthodes. Et si vous me suivez depuis un moment, j'en ai fait une vidéo complète où je montre comment on crée des sites internet ou alors les différentes méthodes qui permettent de créer des sites internet. Et donc dans cette première partie, je vais d'abord commencer par là. Lorsqu'on veut créer une application web ou lorsqu'on veut créer un logiciel, lorsqu'on veut créer une application ou lorsqu'on veut créer un site web, il y en a plusieurs méthodes. La première, on utilise le code, c'est-à-dire quoi? Nous allons programmer le site web, nous allons programmer l'application à partir du code. On va utiliser le langage informatique. Un langage informatique, on va utiliser peut-être un framework. Donc, on va choisir notre framework. Par exemple, si on est sur Java, on va choisir Spring Boot pour créer le back-end. Et peut-être on va prendre comme front-end Angular. Là, c'est la première méthode. On utilise le code, on va choisir ces technologies, on va choisir un framework par exemple, et tout. Alors, la deuxième méthode maintenant, c'est quoi? La deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle en fait ici le no-code. Le no-code est venu ici après le code. Pourquoi? Parce que d'autres personnes ne voulaient pas en fait ici écrire du code. On a voulu faciliter les choses. Donc, il y a la naissance du no-code, c'est-à-dire quoi? On ne code plus. On va tout simplement utiliser une interface pour configurer un site web, pour configurer une application web. Comme un exemple, il y a ici la WordPress. Pour ceux qui connaissent WordPress, WordPress est un outil de no-code. C'est-à-dire quoi? On a tout simplement une interface, on va seulement remplir des champs et à la fin, on aura un site web qui sera généré. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode ici, c'est ce qu'on appelle maintenant le low-code. C'est comme mon internaute a confondu. Le low-code, c'est quoi? Dans le low-code, en fait, on a tout simplement les blocs de code là, des blocs en fait qu'on va cliquer, glisser pour pouvoir construire une application. Donc, dans l'interface, en fait, d'un côté, nous avons les différents blocs et de l'autre côté, nous avons l'interface à construire. On va tirer les différents blocs pour pouvoir construire notre application, pour pouvoir construire notre site internet. Et comme exemple ici, on a Bubble pour la création des sites web et nous avons par exemple pour les applications mobiles, nous avons Flutterflow qui vous permet de créer des applications mobiles. Ça sont des outils de low code. Et maintenant, de nos jours, depuis au moins 3 ans, on avait une nouvelle catégorie d'outils qui est née. Les outils qui permettent de générer des applications, des sites web, des applications mobiles, des applications web grâce ici à des intelligences artificielles. Donc ça, ce sont des outils d'intelligence artificielle. Donc, premièrement, pour créer une application, nous avons ici là le code comme outil. Le deuxièmement, pour avoir le no-code. Troisièmement, pour avoir le low-code. Et quatrièmement, pour avoir des outils d'intelligence artificielle, comme par exemple Lovable, comme par exemple, comment j'oublie, comme Bol, par exemple. Là, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui permettent de générer des applications. Alors maintenant, pour répondre à sa question qui demandait est-ce que lorsqu'on crée un site internet ou alors est-ce qu'on crée une application avec l'intelligence artificielle, est-ce que le fait de déployer cela et associer à notre domaine va changer quelque chose? Est-ce que le back-end va fonctionner convenablement? Bien sûr que oui, le back-end fonctionne convenablement. Lorsque vous avez créé votre application avec un outil d'intelligence artificielle et que vous avez associé un nom de domaine, il va fonctionner correctement. Pourquoi? Parce que le nom de domaine, cela ne sert que comme une liaison en fait. Vous avez déjà construit votre application, vous l'avez publiée. Maintenant, vous utilisez juste le nom de domaine pour faire en fait, c'est la réjection. Pourquoi? Lorsqu'on crée une application avec Lovable par exemple, à la fin, lorsque vous cliquez sur publier, ça vous génère ce qu'on appelle un nom de domaine. Ça sera tout simplement une URL que vous allez partager aux gens que vous voulez qu'ils visitent votre site. Donc, c'est cette URL-là que vous allez utiliser. Mais comme vous ne voulez pas cette URL qui va porter le nom de l'entreprise, vous pouvez donc ici là associer votre nom de domaine. Et si par exemple votre nom de domaine, c'est par exemple formation académique, vous allez mettre tout simplement, acheter le nom de domaine tout simplement et venir là-bas lier ce nom de domaine-là et le tout sera joué. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on associe un nom de domaine à une application qui a été générée via IA en ligne,
C'est tout simplement une redirection qu'on fait. Au lieu de rediriger vers le nom que Bubble nous a, le nom que par exemple ici, Bolt nous a généré ou Lovable nous a généré, ça va plutôt rediriger vers le nom de domaine que nous avons créé. Alors maintenant, la question de savoir est-ce que le back-end reste opérationnel. Alors oui, le back-end reste opérationnel. Le nom de domaine, lorsqu'on fait la liaison du nom de domaine, ça n'a rien à voir avec le back-end. Par exemple, un outil comme Lovable utilise le back-end, un back-end Sopabase, une base de données Sopabase. Donc, il n'y a rien à voir avec ici le back-end. Donc, retenez que le nom de domaine, en fait, c'est un peu comme une adresse. Donc, par exemple, vous avez une adresse physique. Lorsqu'on veut, par exemple, et vous pouvez changer d'adresse. Lorsqu'on veut vous envoyer, en fait, des choses à travers peut-être la poste, alors vous recevez ça à votre adresse. Et l'adresse, là, vous pouvez changer. C'est la même chose avec le nom de domaine. Quand vous avez un nom de domaine, à tout moment, vous pouvez changer votre nom de domaine. Et à tout moment, vous pouvez également le modifier. Donc, c'est ça en ce qui concerne le back-end. Mais maintenant, il faut faire très attention, en fait, lorsqu'on crée des sites avec l'intelligence artificielle. Lorsqu'on crée un site internet ou lorsqu'on crée une application web avec l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Par exemple, lorsqu'on crée une application internet, une application mobile ou une application web, ou alors un site web tout simplement, normalement, lorsqu'on crée un logiciel, on est amené en fait à faire évoluer le logiciel en question. Et faire évoluer veut dire quoi? On va ajouter des fonctionnalités au fur et à mesure, on va corriger des bugs éventuels, ainsi de suite. Et donc, le principal problème qu'on a avec les intelligences artificielles de nos jours, pour le moment, c'est que ces intelligences artificielles ont tendance à casser en fait le code qui existait après qu'on ait émis en fait des prompts pour les modifications. Donc, par exemple, il y a une fonctionnalité qui ne marche pas bien, je vais la modifier. Lorsque je vais aller saisir mon prompt dans le prompteur, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va aller modifier et il va casser ce qui fonctionnait déjà. Ça, c'est le problème courant avec les intelligences artificielles génératives. Et pour résoudre ce problème-là, il y a plusieurs solutions. Premièrement, je vais vous conseiller, par exemple, ici, là, d'utiliser ce qu'on appelle GitHub. Pour pouvoir ici, là, Git et GitHub, pour pouvoir ici, là, versionner votre application qui est générée. Parce que quand vous versionnez une application qui est générée, qu'est-ce qui se passe? Quand une version est cassée, vous pouvez revenir facilement à l'ancienne version. Donc, ça, c'est l'avantage, en fait, en ce qui concerne ici, là, Git et GitHub. Donc, pour que les évolutions n'ont pas d'impact négatif, il faut tout simplement essayer de lier Git et GitHub et tout sera fait. Alors, c'était toute cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager. On se retrouve à la prochaine pour une autre